Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous commencerons avec l'image de la semaine, cette photographie d'une famille sur une plage entourée de policiers en armes. Nous analyserons ensuite le scandale politico-médiatique du moment, celui des restaurants clandestins, et nous verrons que de nombreux journalistes donneurs de leçons sont habitués à enfreindre les règles sanitaires. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans une revue de presse où nous traiterons notamment de l'insupportable focalisation des médias sur certaines violences plutôt que d'autres. Enfin, nous conclurons cette émission en nous intéressant à ce que les médias français cachent sur le procès de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd. Immédiat numéro 343, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle prise par un photographe de Midi Libre sur une plage de la Grande Motte où on voit il y avait de drôles de plagistes. Il y avait des plagistes très inquiétants. Une petite famille buvant du rosé à trois sur une plage vide. C'est une grave atteinte à l'ordre sanitaire. Et donc, la préfecture a monté une opération de communication avec une dizaine de gendarmes, avec des fusils d'assaut d'ailleurs pour certains d'entre eux. Le secrétaire général de la préfecture lui-même était sur place et ils avaient, on va dire les choses comme il faut les dire, convoqué un journaliste et un photographe du Midi Libre pour rapporter l'exploit des forces de l'ordre et faire ainsi peur à tout un chacun. C'est une opération de communication. Bon, alors évidemment, c'est quand même à double tranchant, parce que ça pourrait être un exercice pour école de journalisme, commenter cette photo dans l'hypothèse où elle aurait été prise sur une plage russe de la mer Noire. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on verrait ? En fait, on ne peut pas voir ça sur une plage russe de la mer Noire, parce que la Russie ne pratique pas la narco-tyrannie comme la France, parce que c'est une belle image, une belle illustration de la narco-tyrannie, où d'un côté, on laisse les délinquants faire à peu près ce qu'ils veulent, et de l'autre, on mobilise les forces de l'ordre pour la répression d'une petite famille qui se détend sur une plage. Belle illustration. Et tout ça sous le regard des journalistes qui donc relaient cette opération. Relaient ça de manière très, très favorable, en reprenant d'ailleurs les éléments de langage de la gendarmerie et de la préfecture. Ils sont parfaits, ces journalistes, parfaits. Exactement. Passons au premier sujet, restaurant clandestin, des journalistes et des ministres accusés. C'est une vidéo du média M6 qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux des restaurants clandestins ouverts en plein Paris. On va regarder un extrait du reportage tout de suite. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer patte blanche. Nous devons également choisir notre menu. Le soir, c'est les menus à partir de 160 €. Et qui vont jusqu'à 490 €. Une clientèle fortunée, car le chef est peu connu du grand public, mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Bon, les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, on fait retirer le masque. Il n'y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Alors la personne qui est interrogée sous le sceau de l'anonymat, eh bien, on le sait aujourd'hui, il s'agit de Pierre-Jean
Chalençon, que vous nous présenterez, Jean-Yves, dans quelques instants. Mais avant ça, on va s'intéresser aux accusations qui ont très vite fleuri sur les réseaux sociaux de présence de ministres à ces dîners. Et cette présence ministérielle n'est pas impensable quand on peut observer les amis de Chalençon présentés par lui-même. J'ai beaucoup d'amis au gouvernement. Je crois que j'ai 4 ou 5 copains ministres, hommes ou femmes. Je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, Franck Riester. Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant, que j'apprécie énormément. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. Un de mes meilleurs amis est Florian Bachelier, qui est quand même le premier questeur de l'Assemblée nationale et qui est en marche. Donc vous voyez, tu sais, moi j'aime tout le monde. Hein. Alors, qui c'est ce Chalençon? C'est un personnage assez marrant, assez haut en couleur, un collectionneur d'art, très riche, très mondain, ami des vedettes, des stars. Des hommes politiques. Des hommes politiques, qui a commencé sa carrière comme assistant de Charles Trenet, et puis qu'on a retrouvé, alors là, très récemment, au 92e anniversaire de Jean-Marie Le Pen, où il a même fait une photo, je crois, avec Jean-Marie Le Pen et Dieudonné. Alors là, ça a déclenché une catastrophe, parce qu'il a été accusé des pires mots, et il a dû s'excuser, ce qu'il a fait, non sans un certain talent théâtral, il faut le reconnaître. Alors on va regarder la vidéo tout de suite, parce qu'effectivement, eh bien, elle vaut le détour. C'est horrible, quand on vous traite d'antisémite, des trucs... Merde, je suis pas antisémite, moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Je suis un amuseur, je suis un persifleur, moi. Présenté par Pierre-Jean Chalençon comme un ami, eh bien, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a très vite été mis en accusation. A-t-il été présent à ces dîners? A-t-il été invité? Sa réponse face à Caroline Roux est très claire. Pierre-Jean Chalençon, alors il est devenu connu depuis quelques jours, affirme avoir organisé des dîners clandestins avec des ministres. Il dit qu'il vous connaît. Il dit notre ami Attal doit venir dîner prochainement. Alors vous deviez venir dîner chez Pierre-Jean Chalençon? Non, j'ai découvert cette invitation avec cette vidéo. Il n'a donc pas eu connaissance d'une quelconque invitation, sauf que Marlène Schiappa n'a pas exactement les mêmes informations. Et moi, je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi que lui, il ne viendrait pas. Il a été invité dans l'absolu. Il y a eu un message lui disant « Est-ce que dans l'absolu, vous voulez venir un jour ?» Et il a été répondu par un de ses conseillers fermement. Là, il y a des mesures sanitaires et donc évidemment, le ministre ne se déplacera pas. En revanche, Bon, alors, il y en a un des deux... Il y en a un des deux qui ment. Bon. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est que Attal, c'est le porte-parole du gouvernement, l'homme qui porte à la connaissance du public l'ensemble des mesures de la dictature sanitaire. Et c'est ça qui est choquant, parce qu'au fond, qu'il y ait des dîners ou des déjeuners, ma foi, c'est normal que les gens cherchent à vivre, voilà. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que ça concerne aussi les gens qui développent le discours alarmiste et le discours enfermiste. Ouais, c'est une grosse contradiction. S'il croit ce qu'il dit, s'il croit la parole gouvernementale qu'il porte, il ne peut pas laisser passer, s'il l'apprend, un dîner clandestin ou un déjeuner clandestin. Il doit dire, mais non, ne faites pas ça. Ouais. Même sans saisir le procureur, au titre de l'article 40, ce qu'il pourrait faire, il devrait dire aux gens, non, ne faites pas ça, vous n'êtes pas raisonnable. Donc, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le porte-parole du gouvernement, il ne doit pas vraiment croire ce qu'il dit. C'est ça qui est grave dans l'affaire. Ouais. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir qu'il y a des personnes qui pourraient avoir un discours public, on va dire, alarmiste, et qui, dans la réalité, iraient à des dîners clandestins, ce qui serait la preuve d'une grosse contradiction.
On va s'y réintéresser dans quelques instants, mais avant ça, on retourne vers ce fameux Pierre-Jean Chalençon, qui a donc été mis en cause, et il a assuré par la voix de son avocat à l'AFP, eh bien, que son client, que Pierre-Jean Chalençon avait seulement fait de l'humour en évoquant la présence de ministres. Il s'est même expliqué devant la caméra de BFM TV. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que, franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. L'avocat de Pierre-Jean Chalençon a donc plaidé l'humour et eh bien, cela a suffi à convaincre les journalistes de BFM. On peut considérer d'une certaine manière que l'affaire est close, après ces propos de cet avocat qui dit donc que c'était de l'humour, mais j'imagine que la journée a été compliquée pour le gouvernement. Mais c'était donc de l'humour, selon l'avocat de Pierre-Jean Chalençon, dont je vous ai raconté tout à l'heure la première réaction à cette affaire qui est désormais close. Alors, elle est très intéressante, cette vidéo, parce qu'on voit que la journaliste, elle reprend des éléments de langage. Des éléments de langage gouvernementaux, peut-on penser, ou de BFM, mais enfin, c'est un peu pareil, puisqu'elle dit à plusieurs reprises, l'affaire est close. Ouais, c'est une affaire close. Ouais. Donc, voilà. Et ça, donc là, on est dans une opération de colmatage, en quelque sorte, de la communication gouvernementale. C'est vraiment lunaire et ça ressemble quand même très fortement à une belle preuve de connivence, effectivement, politico-médiatique entre le gouvernement et BFM, parce que là, c'est très, très gros. Alors, il y a d'autres journalistes qui ont pris la défense du gouvernement. On a, par exemple, Patrick Cohen. Patrick, ça vous paraît totalement extravagant d'imaginer des ministres qu'on a entendus quand même très indignés participer à ce genre d'événement? Extravagant, je ne sais pas, parce que tout est possible dans ce monde-là. Non, simplement, les ministres, les principaux ministres disposent dans leur ministère d'une salle à manger, de cuisiniers, de maîtres d'hôtel, de grandes tables où ils peuvent recevoir qui ils veulent. Voilà, c'est comme ça fait partie des privilèges sous les palais de la République. Et donc l'idée d'aller prendre des risques dans un endroit privé de ce genre me paraît particulièrement improbable. C'est possible, mais je pense que le ministre qui ferait ça serait vraiment le dernier des crétins. Ce que dit Cohen est vrai et pas complètement convaincant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des salles à manger dans les ministères, ce qui est assez normal pour faire des repas de travail, et peut-être un peu plus que des repas de travail. Mais la tendance actuelle, c'est pas de déjeuner à côté de son bureau ou dans son ministère, c'est de déjeuner à l'extérieur. C'est de sortir et on voit bien le président Sarkozy, il déjeunait pas ou il dînait pas à l'Élysée, il allait au Bristol. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pas parce qu'ils ont des cantines sur place qu'ils ont pas envie d'aller à l'extérieur. Donc bon, enfin, Cohen fait son boulot, il défend quand même le gouvernement. Bon, voilà. Moins grossièrement que la journaliste de BFM. Un peu plus de patte, on va dire. Voilà. Alors, autre fait aussi qui pourrait se rapprocher de ça, Jean-Yves, eh bien, c'est Marie-Sophie Lacaro, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, au JT de 13h. Jean-Pierre Pernaut est irremplaçable. Peut-être une preuve supplémentaire de ça, puisqu'elle avait interrogé Olivier Véran pendant son 13h. Et alors que l'affaire des restaurants clandestins était en train de buzzer, comme on dit, sur les réseaux sociaux, eh bien, pas une question à Olivier Véran. Donc, ça, c'est de la défense passive, on n'en parle pas, comme ça n'existe pas. Exactement. Ouais, c'est pas mal. Alors, on l'a vu pour les journalistes et pour BFM en particulier, l'affaire est close, mais pour les journalistes de M6 qui sont à la base de cette affaire des restaurants clandestins, eh bien, elle n'est pas close du tout. Dans un communiqué, eh bien, la Société des journalistes des JT de M6 déjà soutient les journalistes de M6 et eh bien, annonce que plusieurs témoignages montrerait eh bien, qu'un ou plusieurs ministres auraient participé à des dîners clandestins. L'enquête se poursuit donc et il y a d'autres affaires liées à ces affaires de restaurants clandestins qui impliqueraient des journalistes. On a par exemple Ulysse Gosset, qui est éditorialiste à BFM TV, qui aurait été présent lors d'un repas clandestin chez Pierre-Jean Chalençon le 11 mars 2021. Jean-Yves, on le voit avec notamment un carton d'invitation à son nom qui est placé en évidence, donc pas de chance. Ulysse Gosset, qui eh bien, également animait des déjeuners gastronomiques au Leroy Business Club, qui est donc le chef qui a été employé par Pierre-Jean Chalençon. Donc on voit que
Louise Gosset était un petit peu quand même partie prenante de ces dîners clandestins. Même chose pour la journaliste Anne-Elisabeth Moutet, qui est notamment journaliste pour Arte, l'émission 28 minutes, très politiquement correcte. Donc on voit, Jean-Yves, qu'il y a déjà 2 journalistes impliqués là-dedans. Oui, alors là aussi, c'est un peu la même remarque que pour les ministres. Ils ont le droit de déjeuner, ils ont le droit de faire des conférences d'ailleurs, pourquoi pas. Oui. Mais il y a une contradiction entre porter le discours enfermiste, porter le discours alarmiste, et ne pas se l'appliquer à soi-même. Ouais. Hein voilà, c'est faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Ouais, effectivement. Voilà. S'il critiquait la dictature sanitaire, ma foi, il sera en parfaite cohérence. Ouais. Voilà. Mais à partir du moment où il la défende... C'est sûr qu'à BFM, on défend plutôt la dictature sanitaire qu'on ne la critique. Et autre exemple de tout cela, Bruce Toussaint, qui a été accusé de participer à un repas clandestin à Deauville, au restaurant L'Étage. Donc, dans un premier temps, la direction de l'établissement se refusait à tout commentaire. Et puis, finalement, on apprend dans un article récent de 20 minutes que l'établissement dément. En tout cas, c'est ce qui est dans le titre. Puis, au final, on se rend compte que Bruce Toussaint a bien déjeuné dans ce restaurant, mais que c'était à l'occasion d'un séminaire qui a réuni 8 personnes. Et le déjeuner s'est passé dans le strict respect des mesures sanitaires, selon l'établissement repris par 20 minutes. Nous voilà rassurés. Enfin, sauf que normalement, les restaurants sont fermés. Oui. Ce qui est tout à fait contestable, on va dire, ce que personnellement, je déplore et je regrette. Mais voilà, c'est un peu 2 poids, 2 mesures, quoi. Pour les puissants, ma foi, pour les journalistes, on n'applique pas tout à fait les mêmes règles. Et ce qui est incroyable, c'est que 20 minutes, un peu comme BFM, dit en gros l'affaire est close quasiment, juste parce qu'on a eu la version du restaurant, qui a mis un peu de temps à se prononcer d'ailleurs. Bon, l'affaire, est-ce que finalement le fact-checking, c'est se contenter d'une seule source théoriquement? C'est le fact-confirming. Ouais, c'est vrai, clairement. Ouais. Et Bruce Toussaint, pour le coup, c'est un présentateur phare de BFM. Oui. Donc, oui, c'est du gros poisson, là. C'est pas une clairement. tablette. Donc là, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, on est sur quelqu'un qui a porté le discours enfermiste pendant longtemps et qui continue à le faire. Et bon, on lui passe ça. Alors BFM, faut le noter, Jean-Yves, c'est pas nouveau, hein, c'est des déboires de journalistes de BFM avec les restaurants clandestins, puisque le 24 février dernier, le Canard enchaîné révélait qu'il y avait eu un repas clandestin dans un restaurant ouvert. En catimini. Avec des experts médicaux en plus. Exactement. Des experts enfermistes. Oui, exactement. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et le Canard enchaîné qui, la semaine suivante, avait révélé que Marc-Olivier Fogiel lui-même, le grand patron de BFM, avait été client de restaurants clandestins. La tête de pont de Macron à BFM. Exactement. Voilà. Donc il était lui aussi client de restaurants clandestins. Bon. Donc, ça n'a pas fait tant de bruit que ça, mais ça devrait pourtant, mais bon. Alors, autre actualité liée à ces restaurants clandestins, cet article de Ouest France, dans lequel on apprend que dans la capitale, les déjeuners et les dîners clandestins semblent être légion. Ouest France qui interroge un convive. « Je suis allé déjeuner plusieurs fois dans un grand resto du Triangle d'Or, déclare-t-il. J'y ai vu des sénateurs, un ancien chef d'état-major des armées, le patron d'un grand quotidien d'information nationale. On ne voit jamais un policier débouler. Le patron m'a confié qu'il organisait régulièrement des soirées privées pour un ministre. Je pense qu'il est protégé. » Bon, Jean-Yves, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de repas clandestins avec beaucoup de ministres, beaucoup de journalistes quand même. Hein. Oui. Il faut quand même qu'ils se concertent pour expliquer au bon peuple comment il doit s'enfermer. Non, je pense que c'est pour la bonne cause. Ouais, mais quand même, c'est pour la bonne cause. Ouais. Il faut bien rôder le dispositif de propagande, et le déjeuner ou le dîner peut être un moyen pour améliorer encore le dispositif de propagande. Ouais. Confinez-vous. Ouais, faut écouter ceux qui nous disent de nous confiner, mais si dans le même temps ils se permettent ce genre de liberté, que nous théoriquement on n'a pas le droit de s'accorder, bon. Ça la met un petit peu mal, et le scandale n'est peut-être pas encore fini, puisqu'on cherche toujours à l'heure actuelle qui serait le ou les ministres qui auraient dîné clandestinement chez Pierre-Jean Chalençon. Affaire à suivre. Passons à la revue de presse. Et dans cette revue de presse, nous allons d'abord voir plusieurs cas
violence que Jean-Yves, vous allez pouvoir mettre en relation en conclusion de cette mini-partie dans la revue de presse. On va commencer par ce qui s'est passé outre-Manche avec l'attaque de policiers au Capitole par une personne qui a foncé en voiture sur des policiers, qui en a tué un. Et quand on regarde la dépêche AFP, qui a été reprise par tous les médias, dont ici l'Express, eh bien, on se rend compte que l'assaillant serait un jeune homme. On n'en sait pas plus avant d'aller tout en bas de l'article, où finalement on a enfin des informations sur le suspect. Un jeune homme noir ayant de la sympathie pour le dirigeant du mouvement Nation of Islam, Louis Farrakhan, régulièrement dénoncé pour avoir tenu des propos antisémites. L'AFP qui note que les motivations sont floues, ça nous rappelle quelque chose. C'est ce qui se passe aussi en France. Et qui conclut « Les habitués du Capitole sont encore traumatisés par l'attaque du 6 janvier qui avait fait 5 morts, dont un policier. » Alors, c'est une dépêche de l'AFP quasi parfaite, puisque elle occulte la réalité et en même temps profère un gros bavard. Elle occulte la réalité puisque le titre est « Ce que l'on sait sur l'attaque au Capitole », au lieu de dire « Le Capitole, attentat au Capitole, par un homme noir islamiste. » Ça, c'est un titre. Et suprémaciste noir. Et suprémaciste noir. Alors, on ne nous dit pas qu'il est suprémaciste noir. On nous dit que Farrakhan a été accusé d'antisémitisme il y a assez longtemps. Mais c'est un mouvement suprématiste noir. Voilà. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est pas dit par l'AFP. Qui n'est pas dit par l'AFP. Et le titre ne dit pas non plus que... qui est l'auteur. On dit, on va vous dire ce que l'on sait. Et enfin, j'en viens au bavard. On renvoie à l'attaque, à l'invasion du Capitole, l'occupation d'ailleurs finalement pacifique du Capitole lors de l'investiture, la pré-investiture le 6 janvier. Et on nous dit qu'il y a eu 5 morts. C'est un mensonge absolu. Ça a été répété beaucoup de fois. Mais c'est pas parce qu'un mensonge est répété beaucoup de fois que c'est une vérité. Sauf pour l'AFP. Un mort, sauf pour l'AFP, bien sûr. Il y a eu un mort. Un mort, en l'occurrence, une jeune femme qui a été tuée par un des gardes du Capitole, quasiment à bout portant. Pour le reste, il y a eu 3 morts dont on a parlé, c'était totalement faux. Et il y a un policier qui est mort beaucoup plus tard, et pour des faits qui n'avaient aucun rapport avec sa présence au Capitole. Donc il y a un mensonge, on vous dit 5 morts, il n'y en a eu qu'un, et la victime, c'était une manifestante en l'occurrence. Donc mensonge total de l'AFP, et il profite d'ailleurs de cette affaire, de cet attentat vraisemblablement islamiste, en tout cas commis par un suprémaciste noir, pour réintroduire leur mensonge précédent. C'est du grand art. Ouais, bravo. C'est des grands arts, ce sont des bobardeurs de très très haut niveau à l'AFP, bravo. Autre actualité médiatique liée aux violences, c'est une occultation, celle du meurtre de Christophe Fauquenois, 45 ans, qui a été égorgé dans un hall d'immeuble à Villeneuve-d'Ascq. Jean-Yves, quand on lit La Voix du Nord, on apprend qu'il a été tué de plusieurs coups de couteau, mais pas plus. Alors, il a été égorgé. Il a été égorgé, au fond, parce qu'il a voulu, à un moment ou à un autre, résister aux troubles créés par les trafiquants de drogue dans son immeuble. C'est un peu un résistant français. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas bien, il y a des ghettos ». Mais non, il n'y a pas de ghettos. Pourquoi il n'y a plus que des immigrés dans certains quartiers ? Parce que les Européens en sont chassés, et quand ils n'en sont pas chassés, ils risquent d'être tués, comme le montre cette affaire de ce malheureux Christophe Fauquenois. Et on note que le silence médiatique autour de cette affaire a été assourdissant. Oui. La désinformation par occultation est une des meilleures désinformations. C'est vraiment dramatique. Autre actualité liée à ces histoires de violence, ce militant du Rassemblement national de Saint-Nazaire qui a été agressé par 5 antifascistes et blessé, 6 mois d'ITT quand même, fracture ouverte à la cheville. On va le voir, pas grand monde n'en a parlé, sauf Pascal Praud sur CNews. Jordan Bardella, il a accepté de venir parler demain matin avec lui. Il me dit, mais à juste titre, je peux le comprendre. Il me dit, mais vous imaginez si c'était 5 militants Rassemblement National qui avaient frappé sur un militant de la France Insoumise. Mais la France s'arrête.
la France s'arrête. Alors effectivement... Parce que cette nouvelle, on l'a lu cet après-midi dans le Figaro, je crois. Moi, je l'ai lu, ce que vous venez d'indiquer. Mais vous pouvez allumer les médias alors après, télévision, c'est autre chose, ok. Les médias mainstream. Je l'ai lu dans le journal. Et toujours sur CNews, on va écouter Charlotte Dornelas face à Laurent Geoffrin. Non mais Laurent Geoffrin, on a cette conversation en permanence. À chaque fois qu'on vous expose le dérèglement du discours médiatique sur l'actualité, vous nous sortez, il y a des journaux de droite et il y a eu un entrefilet dans le Figaro. D'accord. Le fait est que là, ce dont on parle, c'est le discours médiatique ambiant. Il est évident que n'importe qui d'autre dans l'échiquier politique agressé comme ça, qui finit à l'hôpital, ça fait une édition spéciale en fait. On le sait très bien. Ça dépend de la victime, ça dépend beaucoup de l'agresseur en général aussi. Et là, on ne peut que le constater. Mais il y a 1000 exemples dans l'actualité. Vous parliez juste avant la pause de la question de l'attaque devant le Capitole. Devant le Capitole, là, c'est un homme qui effectivement est suprémaciste noir, membre de Nation of Islam, donc il y a un groupe qui fond sur des officiers devant le Capitole, qui ont tué en l'occurrence. La tuerie, parce que je pense qu'il y a eu un mélange entre deux choses, la tuerie dans le Colorado. Voilà, dans le Colorado, où il y a 10 morts, l'assaillant est un Syrien. On en entend beaucoup moins parler que d'autres fusillades. Sur le cas du militant du Front National, je suis d'accord. Personne n'en a parlé, donc effectivement, je constate. Et on a eu tort de ne pas en parler. Et sur le cas de cet homme... mais il faut s'intéresser. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des préjugés, il y a des... Alors je crois qu'il y a une très bonne expression dans ce que dit Charlotte Dornelas, c'est le dérèglement médiatique. Et le dérèglement médiatique, qu'est-ce que c'est ? C'est d'un côté la désinformation par occultation. Par exemple, quand on est face à une immigration tortionnaire, là, c'est la désinformation par occultation. Et puis, on a la désinformation par amplification, quand, par exemple, on a affaire à une immigration victimaire. Et donc, ça biaise complètement la réalité telle qu'elle est perçue. C'est ce que Renaud Camus appelle le faucelle. Les médias imposent une vision fausse de la réalité. Ils créent une réalité alternative qui consiste à nier les faits et à changer les proportions par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et on le voit effectivement avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que ce soit l'attaque du Capitole, Christophe Fauquenois égorgé, ou encore ce militant du Rassemblement national agressé sans que ça émeuve les médias. Eh bien oui, il y a une minoration qui est évidente, avec un parti pris idéologique très clair. Et à contrario, effectivement, il y a des agressions qui font beaucoup plus la une. Alors, pas pour des raisons idéologiques forcément, mais on parle notamment de Bernard Tapie qui a été agressé par des cambrioleurs, violemment agressé avec sa femme. Bon, là, il y a eu un emballement médiatique important, Jean-Yves. Un grand emballement médiatique avec le fils Tapie qui s'est répandu un peu sur toutes les chaînes de télévision. Alors, c'est intéressant de savoir qui est Tapie. Tapie est un homme d'affaires, même peut-être un homme d'affaires un peu affairiste, et même beaucoup affairiste. Il y a beaucoup d'histoires avec lui, avec le Crédit Lyonnais, avec d'autres. Il a été le patron de l'OM. Il a été le ministre de la ville de Mitterrand et a été une des cartes utilisées par Mitterrand dans les années 90, à la fois pour défendre un discours immigrationniste et pour défendre un discours de condamnation du Front National. Donc Tapie, c'est pas rien, même si aujourd'hui il est un peu retiré des affaires et même assez malade, il a joué un rôle politique extrêmement important comme moyen de conforter, de garder le système et de garder l'idéologie dominante. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un emballement médiatique aussi qui est dû à la personnalité de Tapie, qui est une personnalité médiatique, ce qui explique un petit peu l'emballement. Mais cet emballement, il permet de révéler plusieurs choses, notamment que ces agresseurs, parmi ces agresseurs, il y avait 3 Africains et 1 Nord-Africain, donc un Maghrébin ou un Arabe. Ce qui est intéressant, c'est que ça a pu amener Bernard Tapie peut-être à une fin du déni, comme selon la formule d'André Berkoff. André Berkoff qui a interrogé Bernard Tapie, qui l'a eu au téléphone. Ils ont eu un entretien sur cette agression violente. Et André Berkoff a dévoilé à l'antenne de Sud Radio la teneur d'un entretien, non, c'est pas un entretien. D'une discussion. Il y en a un qui est ligoté et l'autre qui. Une discussion qui évidemment devait être assez apocalyptique entre Bernard Tapie et un de ses agresseurs. On écoute ça dans la bouche d'André Berkoff.
il leur dit, et là je veux employer les mots qu'il a employés, il leur dit, mais je comprends pas, je vous ai toujours défendu, j'ai pris votre parti. Et la seule réponse qu'a donnée l'un des agresseurs, il lui a dit, va te faire enculer, ce temps-là est mort. Cet agresseur a le sens de la formule. Ce temps-là est mort, c'est une formule du camp des saints. Ce temps-là est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est là maintenant. Nous, les Africains, nous, les Maghrébins, on est là. Et on n'a plus besoin de gens comme vous qui ont pu être nos soutiens il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On n'en a plus besoin, on est là. Voilà. C'est l'affirmation d'une colonisation. Ouais, la formule est presque poétique, hein. C'est assez incroyable. Ce temps-là est mort. Ce temps-là est mort, ouais, ça pourrait être une devise. Je pense que tous ces gens qui ont milité pour l'immigrationnisme, à la LICRA, à SOS Racisme, à la politique de la ville et autres, ils devraient faire repentance maintenant. C'est à eux de faire repentance. Et justement, Jean-Yves, eh bien, toujours un petit peu dans cette lignée de l'arroseur arrosé, si l'on peut dire, même si c'est évidemment dramatique, eh bien, on a eu l'agression du metteur en scène Alain Françon, Jean-Yves, qui avait défrayé la chronique il y a quelque temps. Et donc, on a arrêté récemment l'agresseur, hein, qui a grièvement blessé Alain Françon. Grièvement blessé à la gorge. À la gorge, comme le disent les médias. Et d'ailleurs, les médias n'ont jamais employé le mot égorgé. Non. Bon. C'est assez incroyable. Et Jean-Yves, c'est un peu la même personnalité que Bernard Tapie, finalement. Oui, il avait signé récemment une pétition du monde de la culture contre le FN. Bon, ce qui demande beaucoup de courage de signer une pétition contre le FN, bien sûr. Il aurait peut-être mieux fait de signer une pétition contre l'immigration non contrôlée. Enfin bon, on rappelle il est toujours temps. Hein. On rappelle que son agresseur avait un profil inquiétant, notamment parce qu'il avait une haine de la France. Service public, Jean-Yves, sur France 2, la fiction Vulnérable avait été déprogrammée in extremis suite à la décapitation de Samuel Paty, une fiction qui visait à humaniser l'image des mineurs étrangers isolés. Elle a finalement été diffusée cette semaine par France 2. Ah oui, c'est de l'appareil de propagande d'État, puisque France 2, c'est une chaîne publique. C'est d'ailleurs de la bonne propagande, parce que notamment l'acteur Thierry Godard, qui joue l'un des rôles principaux, c'est un bon acteur populaire, connu dans des séries policières. C'est de la bonne propagande. Ouais. Voilà. C'est de la bonne propagande. Réalisé par Léa Drucker, pour information. Voilà, mais bon, réalisé par Léa Drucker, mais c'est comme ça que le système peut tenir. Ouais. C'est comme ça qu'on impose le faux sel. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Léa Drucker, dans un entretien à propos de ce téléfilm, elle le dit clairement. Enfin, c'est une volonté politique, en fait. Hein, volonté clairement. De rééducation. Ouais, c'est ça. Volonté de rééducation, voilà. Et d'imposer, je reprends l'expression de Renaud Camus, mais qui est très bonne, d'imposer le faux sel, d'imposer le faux dans les esprits. Alors, autre manipulation médiatique, Jean-Yves, généralement les médias diabolisent le droit à acheter, à utiliser des armes à feu. Eh bien, dans certains cas, ça n'est plus du tout diabolisé. On a par exemple Forbes aux États-Unis qui se réjouit presque, ou en tout cas qui l'aborde de manière neutre, le fait que des Asiatiques sont en train d'acheter des armes pour se protéger des crimes haineux qui sont... Les crimes haineux dont les Asiatiques sont victimes... c'est pas par des Européens. C'est pas par des Européens, non. Ça doit être rarissime. C'est extrêmement rare, puisque tous les... Par contre, c'est fréquent. Il y a beaucoup de conflits ethniques aux États-Unis entre la communauté asiatique et la communauté afro-américaine. Voilà. Et tous les récentes agressions contre des Asiatiques aux États-Unis ont été, dans leur immense majorité, le fait effectivement d'Afro-Américains. Et autre regard bienveillant sur les armes de France Info, cette fois-ci, le service public. Afrique du Sud, pour ne plus être des cibles, les femmes prennent les armes. Alors, pourquoi les femmes prennent des armes en Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud, l'insécurité se développe massivement, les homicides explosent. Les femmes, effectivement, sont victimes d'agressions. Les hommes blancs, les fermiers blancs, mais aussi les femmes noires. Et là, à partir du moment où c'est des femmes noires, c'est à peu près supportable. Les seuls qui n'ont pas le droit aux armes, ce sont les hommes blancs, bien sûr. Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment un deux poids deux mesures considérable.
Autre actualité médiatique, Jean-Yves, ce hashtag qui a enflammé les réseaux sociaux, saccage Paris. Voilà, la mairie de Paris qui a été accusée de saccage, des internautes qui ont diffusé sur les réseaux sociaux des centaines, des milliers de photographies prises par eux-mêmes de Paris, des rues de Paris, sales, en travaux qui n'en finissent plus, etc. Et l'image a donc été dramatique pour la ville de Paris. Oui, mais alors là, la ville de Paris a vu un complot. En fait, il n'y a pas de complot. N'importe qui se promène à Paris, il prend une photo d'horreur. Voilà. Bien sûr. Et après, il la met en ligne et elle est relayée. Alors, il faudrait peut-être voir pourquoi Paris s'enlaidit, pourquoi Paris est saccagé. Je crois quand même qu'il y a plusieurs causes. La première cause sur la saleté, c'est évidemment l'invasion des rues dans certains quartiers par les clandestins. Ça, c'est la première cause. Ensuite, il y a les délires écologiques, ce qu'on appelle les coronapistes, qui consistent à mettre des plots de couleurs dans des belles avenues. Ça, c'est du saccage, on peut dire, délibéré. Et puis, je crois qu'il y a l'absence de prise en considération de la question de savoir si quelque chose est beau ou elle est. Apparemment, ça n'est pas du tout dans le logiciel de la mairie de Paris. Alors, on annonce qu'il va y avoir davantage de crédits mis sur la propreté, mais enfin, ça n'est qu'un aspect des choses. Ça fait un petit peu de temps qu'elle est au pouvoir, Hidalgo. Elle est première adjointe depuis 21 ans, 20 ans. Et maire depuis oui, donc elle avait le temps d'agir aussi, voilà. Alors et Jean-Yves, ça a même eu un écho à l'international. Alors effectivement, la presse allemande, la presse anglaise signale le fait, parce que Paris a quand même été considérée comme la plus belle ville du monde pendant très longtemps, ou une des plus belles villes du monde, en tout cas une des plus belles capitales du monde, incontestablement. Ouais. Et aujourd'hui, moi je sais que quand on se promène dans Paris, on en arrive à se demander comment les touristes, quand ils reviendront, ils trouveront quand même un minimum de charme et de calme. Ouais. Et donc, c'est une catastrophe. Exactement. Alors, une catastrophe dont les médias auraient dû s'emparer depuis fort longtemps. Oui, et là, c'est les réseaux sociaux qui s'en sont emparés. Et notamment, auraient dû s'en emparer lors des élections municipales. Bien sûr. Là, aucun média n'a fait ce travail-là. Aucun média. Ouais. Et c'est les réseaux sociaux qui l'ont fait, parce que la réalité explose à la figure quand on est à Paris. Ouais, c'est évident. Là encore, il y a une carence de médias. Alors, autre actualité médiatique, cet article du Monde, quand la télévision chinoise invente une journaliste française. C'est donc le média CGTN qui arrive en France. Et donc le Monde qui met en doute l'authenticité l'existence même d'une journaliste. France Info également, quand la télévision d'État chinoise utilise une fausse journaliste française pour diffuser sa propagande. En France, France Info qui note: cette Lorraine Beaumont entre guillemets, n'a pas de carte de presse. Une recherche sur Google ne laisse apparaître aucun article avec l'occurrence Lorraine Beaumont. Étrange, notre France Info. Et qui note: le faux profil de Lorraine Beaumont est apparu fin 2020 sur Twitter. Sauf que Jean-Yves, ces accusations sont complètement délirantes. Ces accusations sont délirantes. Là, le Figaro a fait un peu de boulot. Donc, c'est une femme qui existe vraiment, qui a pris un pseudonyme, qui est mariée à un Chinois, qui s'est rendue dans le Xinjiang. Ouais. Bon, voilà. Et qui donne un point de vue différent du point de vue des médias officiels, qui relaient le point de vue musulman au Xinjiang. Voilà. Le Monde corrige son titre. On rappelle le titre quand même, le titre original du Monde, c'était, pour bien avoir la comparaison, quand la télévision chinoise invente une journaliste française. Le premier titre. Voilà, donc là on est dans le babar. Et ensuite, controverse autour d'un article de propagande de la télévision d'État chinoise sur les Ouïghours. C'est fou. C'est un point de vue différent sur la question ouïghour que le point de vue dominant. Bon voilà, c'est un point de vue effectivement... En tout cas, ils abandonnent totalement leur premier bobard. Mais ils abandonnent leur premier bobard. Alors quand même, ils illustrent tout ça d'une carte de la Chine amputée du territoire du Xinjiang, parce qu'en termes de couleurs, le Xinjiang est mis dans les mêmes couleurs que la Mongolie, qui est un État indépendant. Bon, c'est quand même...
Je sais bien qu'on aime bien rectifier les frontières pour arranger les musulmans. On l'a fait en Serbie, on l'a fait au Kosovo. Le morceau risque d'être un peu plus gros avec la Chine. Voilà. Mais en tout cas, Le Monde et France Info qui font vraiment un énorme bobard, mais par un manque de boulot hallucinant, voilà, tout simplement hallucinant. C'est extraordinaire cette émission parce qu'on a eu le grand bobard de l'AFP, on a le bobard de France Info, on a le bobard du Monde. C'est pas possible. Ouais. Non mais c'est incroyable. C'est pas possible. Et ça nous rappelle que la cérémonie des Bobards d'Or aura lieu en juin et qu'il est impératif de noter la date parce que ça va être exceptionnel. Lundi 14 juin, on verra comment on peut l'organiser. En fonction de la dictature sanitaire, à moins de faire une cérémonie secrète des Bobards d'Or chez Monsieur Chalençon, je ne sais pas. Ça peut être une hypothèse peut-être à travailler. Bon, en tout cas, on reste sur Le Monde et la Chine, Jean-Yves, puisqu'il y avait ce titre, cette une du Monde, Chine, Russie, Iran, le grand verrouillage d'Internet. Ah oui, ça Quand il n'y en a plus, il y en a encore des Bobards du Monde. Ça fait peur. Alors, je sais pas, la Chine... la Russie, l'Iran verrouillent peut-être Internet, mais sûrement pas aussi bien que ça a pu être fait aux États-Unis, où Twitter, Facebook et que sais-je encore ont coupé les comptes du président en exercice. C'est incroyable. Alors là, on peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux pour montrer que le vrai pouvoir, il est passé dans les grandes entreprises, dans les grands médias, et qu'il n'est plus dans les pays occidentaux, que le vrai pouvoir n'est plus un pouvoir démocratique, puisque le pouvoir démocratique est censuré par des pouvoirs non démocratiques. Alors, autre grosse actualité médiatique de la semaine, c'est l'affaire Pépita avec ce montage de quotidien visant le jeu Pyramide où l'on voit des séquences qui apparaissent choquantes où Pépita se semble victime de racisme. Sauf que Pépita a été interrogée par plusieurs médias, dont Le Parisien, et elle déclare qu'elle était en colère quand elle a vu les images de quotidien. Elle déclare « C'est un montage de petites séquences très bien fait ». Elle évoque notamment la séquence où elle est comparée à un chimpanzé en disant « On en avait plaisanté avant de prendre l'antenne. C'est même moi qui, en coulisses, avait dit « On dirait moi ». On a donc décidé de faire cette blague en plateau. C'est tout. Monter comme l'a fait l'émission de TMC, bien sûr, ça apparaît raciste, dit-elle, mais ça ne l'était pas du tout. On en riait entre nous. De bon cœur. Donc Jean-Yves, on voit que les quotidiens a monté en épingle et Charlotte Dornelas s'est prononcée sur cette affaire. Ils ont voulu trouver du racisme parce que leur but, c'est quoi ? C'est de dénoncer un racisme systémique. Ils utilisent tout le temps ce mot-là. Donc c'est pas Patrice Laffont qui est visé. Il est visé, en l'occurrence, c'est évidemment la France qui est visée à travers les âges. Ouais. C'est un système raciste depuis toujours. Et qu'est-ce qui est fondamentalement raciste à la fin ? C'est d'aller chercher cette femme, de la reconnaître parce qu'elle est noire, d'écouter tout et de vouloir qu'elle soit victime parce qu'elle est noire. C'est eux qui font, selon la couleur de peau, des bourreaux ontologiques, les blancs, c'est comme ça qu'ils parlent, et des victimes ontologiques, des noirs. À nouveau, Charlotte Dornelas est excellente en distinguant ceux qui sont par nature victimes. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce que déclare Pépita, c'est qu'elle dit que le montage est très bien fait. Ouais. Et donc, ça montre bien qu'avec de vraies images, on peut produire un vrai mensonge. Ouais, complètement. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très intéressant comme décryptage. Quotidien en montage s'y connaît, évidemment. Oui, Quotidien en montage s'y connaît, oui, ça c'est sûr. Passons au deuxième sujet, la vérité sur le procès George Floyd. Le procès de Derek Chauvin a lieu actuellement outre-Atlantique, à Minneapolis, et les médias français traitent cette question de manière totalement unanime et totalement partiale, puisqu'on a de nombreux articles et sujets vidéo qui parlent de ce procès, tous du même ton, évidemment, en mettant en accusation Derek Chauvin. La réalité est évidemment un peu différente. On va voir, pour s'en convaincre un petit peu de cette folie médiatique en France, cette vidéo de BFM. Ce vendredi, les enregistrements des caméras piétons portés par les forces de l'ordre ont été diffusés. On y voit cet homme de 46 ans se faire interpeller pour avoir écoulé un faux billet dans une supérette. Une fois à terre, il supplie, suffoque, avant de perdre connaissance. Des images qui accablent encore un peu plus Derek Chauvin, qui laissera son genou sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes et 47 secondes.
on a une vidéo tronquée, on ne le voit pas résister. Et à partir du moment où un homme qui est interpellé résiste, la police utilise évidemment des moyens de force. On ne voit pas non plus qu'il dit, avant même que la police utilise ces moyens de force, qu'il ne peut plus respirer, qu'il a des difficultés à respirer. On nous dit qu'il a le genou mis sur le cou pendant 9 minutes, alors que ça n'a pas duré 9 minutes et qu'il y a eu des moments où les policiers retiraient le genou du cou pour le mettre sur l'épaule. Ça a été même relevé dans le procès, ça a été admis dans le procès. Ça a été admis dans le procès, y compris par le chef de la police qui charge son propre policier. Et on ne parle pas non plus de l'état de drogue, puisqu'il avait de fortes proportions, de fortes doses plus exactement, de fentanyl et d'amphétamine, au-delà même de ce qu'on considère comme le sol létal. Ouais. Pour imager ça, il avait 11 mg ou microgrammes par litre de sang de fentanyl, alors qu'on a des cas d'overdose dès 3 microgrammes par litre de sang. Enfin, c'est vraiment, il avait 3 à 4 fois la dose normale, quoi. Donc, enfin, normale, qui commence déjà à provoquer l'overdose, quoi. Oui, voilà. Et d'ailleurs, le rapport d'autopsie, qui est aussi, qui n'est pas du tout mis en avant par les médias, on voit que, alors, il parle d'un arrêt cardio-pulmonaire qui a donc pu être provoqué en partie, notre autopsie, par la méthode d'interpellation, mais aussi, c'est mis à noir sur blanc, par l'intoxication aux diverses drogues dont il avait fait usage. Et le légiste déclare dans 2 mémos, premièrement, qu'il avait un taux de fentanyl qui était bien supérieur à la normale, et s'il avait été trouvé dans cet état mort chez lui, eh bien, le légiste aurait conclu sans souci à une mort par overdose. Et dans un autre mémo, il déclare « L'autopsie n'a pas révélé de preuves suggérant que George Floyd est mort d'asphyxie ». Donc là, c'est quand même un élément important. Et d'ailleurs, ça nous amène, Jean-Yves, aux déclarations du procureur général, donc, qui accuse Derek Chauvin du meurtre de George Floyd. C'est rapporté par le média local Star Tribune. Les procureurs ont semblé prendre leur distance avec les conclusions médicales sur la cause de la mort de George Floyd. Le procureur principal a déclaré aux jurés que, bien que le légiste ait conclu à une mort par arrêt cardiaque, les procureurs prouveraient que George Floyd était mort par asphyxie. Alors, les procureurs, ils veulent faire condamner. Le problème, c'est que la presse, elle devrait donner les 2 points de vue. En général, d'ailleurs, la presse prend plutôt parti plutôt pour la victime. Quand il s'appelle Théo Lucaga, oui, ça c'est sûr. Plutôt pour la personne poursuivie. Oui. Hein, okay. Prend parti donne le point de vue de la défense, ce qui est normal. Il est normal de donner le point de vue de l'accusation, il est normal de donner le point de vue de la défense. Là, on ne donne pas le point de vue de la défense, dans la presse française, exclusivement le point de vue de l'accusation. Et le Parisien va même un peu plus loin, puisqu'il explique que les jurys vont rendre leur verdict, que s'ils ne sont pas tous d'accord, eh bien, la procédure sera déclarée nulle et non avenue, il faudra recommencer. Et il dit, c'est très inquiétant, parce que Minneapolis s'était embrasé à la mort de George Floyd et risquerait à nouveau de s'embraser. C'est-à-dire qu'on va faire une pression sur les jurés pour condamner, pour éviter de nouvelles émeutes. C'est-à-dire que on ne se prononce plus sur la culpabilité réelle ou partielle, ou pas d'ailleurs, du policier. Il faut qu'il soit condamné pour éviter des émeutes. C'est quand même une manière de rendre la justice un peu particulière. On suivra ça avec attention, mais il y a peu de chances quand même que les médias changent leur regard sur ce procès. Avant la fin de cette émission, vous avez un coup de chapeau, Jean-Yves. Oui, je dirais que c'est traditionnel. C'est le nouveau numéro d'Éléments qui vient de paraître, toujours aussi agréable à lire, toujours aussi intéressant, avec notamment... Vive l'empereur et mort au con, pas mal d'articles intéressants de Thierry Lance, qui est un des grands napoléoniens, et aussi un article très bien de Jean-Louis Tremblay, qui est journaliste au Figaro Magazine, sur Sainte-Hélène. Okay. Et puis je fais un débat dans ce numéro sur l'immigration avec
Patrick Stefanini. Donc voilà. Écoutez, ça peut intéresser. Ça intéressera certainement à ce numéro. Très bien, c'est noté. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et puis Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.